Bonjour, alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin date du tout début des années 70, où j'étais jeune et en stage à Sebring, chez un préparateur américain. Alors, cette histoire est un peu particulière dans la mesure où là, je suis pas du tout intervenu, je n'étais que spectateur, mais j'ai pu assister aux 200 miles de Daytona en moto pendant 3 ans, à l'occasion de ma présence en Floride pendant ces années-là. Alors la première fois que j'ai assisté à cette course extraordinaire, c'était en 1970, donc à Daytona, en Floride. Et à chaque fois, la particularité, c'est que j'ai pu assister à la course depuis le stand de celui qui a gagné. Donc, en quelque sorte, je n'ai rien fait par moi-même, mais on peut imaginer que c'est ma présence qui ait déterminé le vainqueur à chaque fois. Et donc j'ai pu voir comment ça s'est déroulé. Alors en 1970, c'était la première fois que Honda alignait un team officiel avec des pilotes américains principalement, dont Dickman, le vieux Dickman, qui a pas tardé à se fâcher avec son chef d'équipe, en particulier pendant les essais, où Dickman a insisté pour utiliser une transmission finale assez longue pour épargner le moteur au détriment de la performance. En fait, bien lui en a pris parce qu'il a été le seul à terminer. Et c'est lui qui a gagné quand Mike Elwood, le grand Mike Elwood, Mike the Bike, qui était parti sur Triumph ou BSA, je sais plus, mais enfin une Trident, une 3 cylindres. Il menait la course assez confortablement lorsqu'il a cassé. Et Dickman, lui, n'a eu qu'à ramasser le trophée, étant le seul survivant des machines de pointe, des machines d'usine, à avoir supporté la torture des 200 miles sur le banking, qui à cette époque était encore dépourvu de chicane, je crois. Donc ça faisait vraiment... bon, les pilotes prenaient l'infield, sauf pendant les essais. Alors pendant les essais, pendant les qualifications, c'était très particulier parce que là, c'était uniquement sur le banking, sans chicane, sans passer par l'infield, donc vraiment la vitesse pure. Ça permettait aux organisateurs d'afficher des vitesses moyennes très impressionnantes et ainsi d'attirer plus de spectateurs, puisque les Américains sont toujours attirés par les chiffres spectaculaires. Alors, en 71, j'étais à nouveau là et j'étais à nouveau avec Dickman qui, lui, avait changé d'équipe. Il avait trouvé refuge chez Triumph, Triumph BSA, et là encore, il était entouré de coéquipiers anglais et américains, et il y avait à nouveau Michael Wood. Aux qualifications, c'est Paul Smart qui a fait le meilleur temps, il me semble. Et d'ailleurs, c'est lui et Elwood qui sont partis en tête après que Gary Fisher, sur la Honda officielle, ait explosé son moteur très rapidement, puisque Honda avait viré Dickman. Mais ils n'avaient pas compris que ce vieux renard savait comment ménager la Honda 4 cylindres. Et lui, il était capable de la faire aller au bout. Le jeune chien fou de Gary Fisher, lui, il a explosé le moteur au bout de 4 ou 5 tours, je ne me rappelle plus exactement. Enfin bref. Après, ce sont les BSA et les Triumph qui ont dominé, avec Paul Smart et Mike Elwood qui se partageaient le leadership. Mais Mike Elwood a cassé à mi-course à peu près, comme en 1970. Et Paul Smart, lui, semblait s'acheminer vers une victoire certaine lorsqu'il a cassé à 3 ou 4 tours de la fin. Et c'est Dickman qui du coup a pu remporter la victoire. Alors une victoire très très émouvante également parce que là encore on avait vraiment l'impression que c'était le vieux lion qui donnait une leçon à tous les jeunes. En 1972, là c'est la dernière année où j'ai assisté aux 200 miles et on retrouvait à peu près les mêmes, plus des Yamaha,
qui avait fait très forte impression aux essais, mais pas autant que les Suzuki et Kawasaki, qui allaient vraiment très vite avec des 500 de temps gonflés qui avaient explosé les meilleurs temps pendant les essais. Mais en course, ces machines qui étaient environ 10, enfin 15 à 20 km/h plus rapides que les Yamaha 350, ont pas duré longtemps. Après que les Kawasaki et Suzuki se soient éliminées les unes après les autres sur casse mécanique, c'est finalement les Yamaha qui ont récupéré le morceau puisqu'elles étaient bien plus rapides que les Triumph et BSA qui étaient là pour leur dernière année. Et il n'y avait plus de Honda officiel en 72. Et normalement, le favori des Yamaha, c'était Kel Carruthers, l'Australien, ancien champion du monde en 250. Mais là, il a cassé assez vite. Et Kenny Roberts, qui était déjà présent, lui, il a crevé également assez vite. Donc c'est Don Hand qui a récupéré le leadership et qui l'a gardé jusqu'au bout. Il avait déjà terminé en troisième position en 71 au sein de l'équipe BSA. Mais comme il était équipé d'une machine de l'année précédente, de l'année 70, il n'était pas aussi compétitif que Paul Smart, Michael Wood ou le vainqueur Dickman. Donc c'est Don Hand qui est le premier à avoir fait triompher un 2 temps à Daytona. Et c'était une victoire vraiment à l'arraché puisqu'il avait commencé par serrer lors des premiers tours. Mais il avait pu relancer sa machine et aller jusqu'au bout tant bien que mal. Voilà, je m'en souviens très bien et je me souviens très bien également que cette course à cette époque était vraiment considérée comme un rendez-vous très important, préfigurant l'avenir. C'était la plus grande course américaine et beaucoup étaient pas loin de considérer que c'était la plus grande course du monde à cette époque. Un très beau souvenir en tout cas.